Nigemas, vous êtes un musicien panafricain, rappeur, ce serait vous contenir dans un domaine qui n'est pas simplement le vôtre, parce que vous êtes dans le raga, vous êtes dans le reggae, parfois dans le mbala. Aujourd'hui, après la présentation de 2 albums, on s'apprête à un 3e album, L'œil invisible. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour la question. L'œil invisible, très rapidement, c'est un concept qui se réclame du panafricanisme, comme j'ai l'habitude de le faire, en écoutant mes 2 précédents albums. Et cette fois-ci, je suis allé dans le sens de la pédagogie, de la connaissance des problématiques liées à la géopolitique, surtout africaine. Donc c'est une transition en tout cas pour essayer de décrypter toute l'actualité politique africaine concernant les coups d'État, les problèmes de terrorisme et les problèmes de société. Donc cet album se veut en tout cas d'une inspiration plus précise au niveau de la connaissance de l'actualité. L'œil invisible, ce nom a créé beaucoup de polémiques. Certains ont vu un clin d'œil, sinon une adhésion à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que... alors, donc l'œil invisible, il faut savoir que le titre que j'ai, en tout cas, que je me suis inspiré, que j'ai créé, c'est inspiré en tout cas de l'Égypte ancienne, en tout cas de l'histoire de l'Égypte ancienne, qui est à l'origine liée à l'œil d'Oudjat. Donc si vous regardez un peu ce que signifie l'œil d'Oudjat, depuis ce qu'on appelle entre guillemets la mythologie égyptienne d'Isis, d'Osiris, certains ont pu s'inspirer de cela pour créer des sectes comme vous venez de le nommer, comme la franc-maçonnerie. Donc il faut faire bien la part des choses. L'œil d'Isis a une en tout cas dimension beaucoup plus large, beaucoup plus philosophique, qui parle souvent de la connaissance. Donc l'œil de la connaissance, l'œil de la complétude, l'œil qui voit ce qui n'est pas visible, en tout cas au grand public. Ce qui nous amène dans le monde de l'ésotérisme. Peut-on penser que Nigemas est un adepte de l'ésotérisme? Oh oui, il y a quelques enseignements que je puisse tirer. Dans tous les domaines, on peut tirer des enseignements et des connaissances, mais je ne suis pas un fanatique. Donc, parce que tout simplement, il faut juste tirer ce qui est en tout cas profitable pour le continent africain et pour en faire aujourd'hui un fer de lance, permettre à certains d'être éveillés et de se séparer du grand sommeil qui a frappé le continent africain depuis des siècles. Nigemas, on a vu avec la préparation de ce 3e album, vous n'avez pas épargné votre personne. À 2 fois, vous vous êtes rendu en Égypte. Pourquoi ce voyage? Tout simplement parce que, comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop, pour avoir, en tout cas, pour être en défi et en phase avec soi-même et avec le monde selon lequel on évolue, il faut aller chercher l'information à la source. Et dans ces 2 voyages, en tout cas, je suis parti en Égypte pour 2 raisons. La deuxième raison, je ne vais pas trop développer parce que c'est un peu confidentiel, mais des jours qui vont venir, les gens vont comprendre pourquoi je me suis rendu en Égypte, plus précisément aussi sur les plateaux de Gizeh avec les pyramides. Et il y a une raison qui est beaucoup plus liée à la recherche de la connaissance. Toujours, il faut aller à la source. Et à partir de la source, comme le disait notre professeur Cheikh Anta Diop, à connaissance égale, c'est la vérité qui triomphe. Vous êtes allé vous inspirer à la source de l'égyptologie pour la science égyptologique, ou bien juste pour préparer cet album? Non, l'album était déjà prêt. Les 2 voyages, c'est entre novembre et décembre. Donc c'est plus des voyages de travail. Donc il y a eu des rencontres avec des personnes qui sont très influentes, en tout cas dans le gouvernement égyptien. Et d'autre part, c'est aussi une forme d'aller vers les pyramides pour connaître justement, et puis pour solidifier les propos des savants comme Cheikh Anta. Et sur place, vous verrez que sur toute la lignée en fait de la connaissance de l'égyptologie, en tout cas ce qui est dans les manuels de Cheikh Anta Diop et d'autres aussi comme Théophile Mwenga, d'autres égyptologues, c'est avéré, prouvé. Le retour aux sources nous ramène à Ziguinchor, nous ramène à la Casamance, nous ramène au Sénégal. Beaucoup de vos premiers admirateurs, ceux qui vous ont suivi pendant vos années de lycée,
se sont demandé en un moment, est-ce que Nigama se souvient de Ziguinchor et de cette ville qui lui a ouvert les portes pour la première fois? Mais bien sûr que dire que je me souviens, c'est un pléonasme pour moi, parce que j'ai grandi, j'ai fait en tout cas une bonne partie de mon cursus scolaire, je l'ai fait à Ziguinchor, je connais en tout cas très bien cette région, en tout cas toute la partie de la Casamance, je ne me suis pas limité qu'à Ziguinchor. Et je ne peux pas non plus me couper de mes racines parce que je me réclame de quelqu'un qui se veut en tout cas la réappropriation de nos valeurs. Et la Casamance fait complètement, c'est une partie de moi-même. D'ailleurs, il y a un morceau dans l'album qui va parler de cette région-là et je fais vraiment parler les gens de la Casamance qui ont fait des rythmes casamançais et voilà, les chants casamançais, etc. Et là, vous allez voir que je ne me suis pas du tout coupé de cette région-là. La Casamance, c'est à quelle période de votre vie exactement? La Casamance, en tout cas, j'ai fait tout mon cursus en tout cas des années 87 jusqu'en 99. En tout cas, tout le cursus scolaire jusqu'à l'obtention de mon bac. Et c'est à partir du bac que je suis parti à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, pour poursuivre en tout cas une année de fac et pour rejoindre l'Europe plus tard. Nigamas, qu'est-ce qu'on entendra dans l'œil invisible? Beaucoup de sujets à polémique, des sujets très 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 difficiles à traiter parce que jusqu'à aujourd'hui, même les gens avec qui je travaille, ils sont en tout cas très réticents par rapport aux propos, par rapport au message que j'ai lancé. Et j'ai parlé du problème de terrorisme, hein, Boko Haram, le Mali. J'ai parlé de Daesh, j'ai parlé de plein de sujets qui sont sensibles. Après, on est parti vers le Maghreb. On a touché un peu les rythmes maghrébins, les rythmes mauritaniens, le Sahara. On a parlé de l'esclavage, en tout cas des Noirs en Mauritanie. Un sujet que j'ai traité de manière très dure, parce qu'il y a eu une période, il y a beaucoup de gens qui s'indignaient en fait de ce qui se passe, et c'était le moment pour que j'en parle de manière très ferme. Et j'ai parlé aussi de géopolitique africaine, nos présidents, les dictateurs, comme d'habitude, comment ils opèrent, comment ils complotent avec l'Occident, comment l'Occident encore a un œil sur le continent africain. Et c'est pour ça que l'œil y revient, parce que c'est l'œil qui scrute. À la base, c'était l'œil qui veille, l'œil qui donne l'enseignement, et maintenant ça s'est transformé en un œil qui scrute et qui manipule le continent africain et qui met aujourd'hui des jalons permettant de tenir en otage notre peuple. Au-delà de la rythmique, au-delà de l'ambiance, vous avez habitué vos lecteurs surtout à des musiques où on a plus de pédagogie qu'autre chose. Est-ce qu'en quelque sorte on peut dire que vous aviez l'ambition d'enseigner, d'apprendre comme le professeur Cheikh Anta Diop? Non, je ne vais pas arriver jusque-là parce que le professeur Cheikh Anta Diop c'était un savant pluridisciplinaire sur tous les domaines. Moi je suis un simple élève de Cheikh Anta, et aujourd'hui il y a d'autres personnes qui sont plus en tout cas habilitées à faire ce travail-là. Il y en a qui le font actuellement. Il y a beaucoup de gens qui font des conférences et qui donnent des cours très très pertinents sur, en fait, qui réactualisent les œuvres et les travaux de Cheikh Anta Diop. Et c'est ce que voulait Cheikh Anta Diop, pour que la génération à venir puisse reprendre tout ce travail-là et de le mettre à disposition de la jeunesse. Moi je suis un simple, je porte en tout cas cette connaissance qui est au niveau qui est à disposition au niveau des lecteurs. Je porte cette connaissance comme étant un artiste, comme le disait le professeur Jean-Charles Kobi-Gomez, qui est aussi un disciple de Cheikh Anta Diop, qui disait que Nigamas est quelqu'un qui porte en tout cas cette connaissance vers la mémoire collective du peuple. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de mon engagement et du travail que je suis en train d'effectuer. Et c'est par la culture qu'on arrive en tout cas à atteindre les sensibilités, les émotions, les cœurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va fédérer les esprits et de les ramener sur le terrain de la connaissance et de la dignité. Nigamas, vous êtes adepte de l'égyptologie, qui parle de l'égyptologie, parle de mysticisme, parle d'ésotérisme, parle de périodes anti-islamiques ou païennes. Aussi, on vous connaît, chanteur qui n'hésitait pas à inviter Cheikh Ahmadou Bamba, le chantre de l'islam au Sénégal.
et d'autres illustres comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comment est-ce que vous vous arrangez avec toutes ces croyances qui sont antagonistes? Ok, bon là je vais apporter quand même une précision par rapport à comment ça a été défini l'égyptologie ancienne, parce que là aujourd'hui des messages sont véhiculés par rapport à en tout cas c'est ce résumé là. Il faut savoir qu'en Égypte il y avait une période où la religion monothéiste était la première des religions, donc ce qui a amené une vague d'influence en tout cas par rapport aux autres religions. Certains disent que ce sont des religions dites révélées ou révélées, peu importe, mais en tout cas la première religion monothéiste était connue de l'époque pharaonique. Et ce sont des pratiques que certains, qu'on appelle les kémites, ont adoptées sur les différentes méthodes de prier et de croire à un seul Dieu unique, jusqu'à la pratique aujourd'hui de l'islam, du christianisme, du judaïsme et de toutes les religions dites monothéistes. Et comment je me positionne, c'est très simple. C'est très bien, c'était des périodes où les gens avaient ce qu'on appelait la maths, c'était l'équilibre en tout cas et la connaissance du divin. Et aujourd'hui, Cheikh Anta Diop avait même expliqué qu'au-delà même de cet ésotérisme entre guillemets, certains de nos érudits, que ce soit Cheikh Ahmadou Bamba ou Cheikh Ahmed Tidiane, etc., Baye Niasse, ont effectué un travail, en tout cas, je vais emprunter un mot qui ne va pas être adapté, mais de tropicalisation de ce qu'on appelle l'islam. Et d'autres aussi ont fait le même travail au niveau du christianisme. Donc, pour parler de Cheikh Anta et de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est vrai que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est en tout cas le personnage qui a en tout cas ramené cette religion africaine, en mettant en œuvre aussi cette science sacrée qui est en Afrique, qui est présente depuis des millénaires, pour en faire en tout cas une religion sunnite, soufie, qui est aujourd'hui pratiquée par des milliers d'adeptes de ces confréries-là. Et au-delà de ça, si vous voyez bien, les Égyptiens à l'époque, ils rendaient hommage aux ancêtres. Et c'est le cas aujourd'hui au Sénégal. Quand vous allez au Touba, on rend hommage certes aux ancêtres, et ils ont une préférence, en tout cas, par rapport à la religion, une lecture très fine des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba qui sont en parfaite, en tout cas, cohésion avec ce que nos ancêtres de la vallée du Nil avaient déjà mis en œuvre. Est-ce que vous avez évoqué dans votre album la menace terroriste? Vous avez dénoncé l'État islamique et ses antennes. Aujourd'hui, vous qui flirtez aussi avec cette idolâtrie, est-ce que vous ne vous mettez pas à dos tout ce moment? Est-ce que vous ne vous mettez pas en quelque sorte en danger? Parce que quand vous vous accommodez de toutes ces croyances qui sont dénoncées par ces gens que vous dénoncez encore, est-ce que vous ne vous mettez pas en danger? De toute façon, à partir du moment où Daesh a un message clair, par exemple, les groupes terroristes, ils ont un message très clair. Ils ne considèrent pas en tout cas l'islam soufi comme des musulmans. Ils ne considèrent même pas les noirs comme des musulmans, à partir du moment où ils aussi disent que ce sont des gens qui sont des hypocrites parce qu'ils ne pratiquent pas la charia, ils ne l'appliquent pas de femmes. Bien vrai que c'est une vision simpliste de ce qu'ils appellent la charia, mais en tout cas l'idéologie même qu'ils proclament, c'est pour ça que vous voyez des bombes qui sont posées au Nigeria, dans les mosquées, etc. Vous vous dites comment ça se fait que ces musulmans-là sont des cibles. Donc aujourd'hui, tout le monde se met en danger face à ces gens-là. Des gens qui n'ont rien à voir même avec ces histoires de religion sont en danger. Donc à partir du moment où, moi je me dis dans ma tête, je suis en accord avec ma conscience, je n'ai rien à craindre. À partir du moment où la vérité elle est propre, j'assume les conséquences, mais la vérité il faut qu'elle soit dite. Et je me dis que c'est bien de dénoncer les systèmes impérialistes, les systèmes capitalistes, etc. Mais à un moment donné, si on voit que ça fait mal de l'autre côté, du côté du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, taire ces événements-là, je pense que c'est ça, être hypocrite. Ce sera quand la sortie de cet album tant attendu? Alors voilà, mais comme vous l'avez si bien remarqué, ça a été repoussé plusieurs fois parce qu'il y a eu des problèmes techniques, etc. Mais là, on va définitivement, officiellement le lancer le 6 février 2016. Également, je vous remercie. Disponible, en tout cas, sur toutes les plateformes de distribution
bientôt au Sénégal et ici en France. Et avec nos partenaires comme Dia Dia Production, Cousin d'Afrique, le label Mbir. Je mets tout le monde en tout cas dans le réseau de partenariat. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de la connaissance des problématiques liées à la géopolitique, surtout africaine. Donc c'est une transition en tout cas pour essayer de décrypter toute l'actualité politique africaine concernant les coups d'État, les problèmes de terrorisme et les problèmes de société. Donc cet album se veut en tout cas d'une inspiration plus précise au niveau de la connaissance de l'actualité. L'œil invisible, ce nom a créé beaucoup de polémiques. Certains y ont vu un clin d'œil, sinon une adhésion. Niggamas, vous êtes un musicien panafricain, rappeur, ce serait vous contenir dans un domaine qui n'est pas simplement le vôtre, parce que vous êtes dans le raga, vous êtes dans le reggae, parfois dans le mbala. Aujourd'hui, après la présentation de 2 albums, on s'apprête à un 3e album, L'œil invisible. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour la question. L'œil invisible, très rapidement, c'est un concept qui se réclame du panafricanisme, comme j'ai l'habitude de le faire, en écoutant mes 2 précédents albums. Et cette fois-ci, je suis allé dans le sens de la pédagogie, de tirer ce qui est en tout cas profitable pour le continent africain et pour en faire aujourd'hui un fer de lance, permettre à certains d'être éveillés et de se séparer du grand sommeil qui a frappé le continent africain depuis des siècles. Niggamas, on a vu avec la préparation de ce 3e album, vous n'avez pas épargné votre personne. À 2 fois, vous vous êtes rendu en Égypte. Pourquoi ce voyage? Tout simplement parce que, comme le disait le professeur Cheranta Diop, pour avoir, en tout cas, pour être en défi et en phase avec soi-même et avec la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que... donc l'œil invisible, il faut savoir que le titre que j'ai, en tout cas, que je me suis inspiré, que j'ai créé, c'est inspiré en tout cas de l'Égypte ancienne, en tout cas de l'histoire de l'Égypte ancienne, qui est à l'origine liée à l'œil du Djat. Donc si vous regardez un peu ce que signifie l'œil du Djat, depuis ce qu'on appelle entre guillemets la mythologie égyptienne d'Isis, d'Osiris, certains ont pu s'inspirer de cela pour créer des sectes comme vous venez de le nommer, comme la franc-maçonnerie. Donc il faut faire bien la part des choses. L'œil d'Isis a une en tout cas dimension beaucoup plus large, beaucoup plus philosophique, qui parle souvent de la connaissance. Donc l'œil de la connaissance, l'œil de la complétude, l'œil qui voit ce qui n'est pas visible, en tout cas au grand public. Ce qui nous amène dans le monde de l'ésotérisme. Peut-on penser que Niggamas est un adepte de l'ésotérisme? Oh oui, il y a quelques enseignements que je puisse tirer. Dans tous les domaines, on peut tirer des enseignements et des connaissances, mais je ne suis pas un fanatique. Donc, parce que tout simplement, il faut juste